Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur et Cédric Caillot. Voici le moment venu de revivre la belle aventure des astronautes d'Artemis II qui, pour la première fois en 50 ans, se sont rendus jusqu'à la Lune. Ce sera l'occasion de couvrir des aspects dont on a moins parlé et de revisiter l'événement avec un certain recul, ce qui jettera un éclairage nouveau sur diverses facettes de cette mission, Claude. Exactement. En particulier, nous incorporons le récit qu'en ont fait les astronautes une fois revenus sur Terre. Grâce à une foule d'entrevues qu'ils ont accordées, on sait désormais ce qu'ils ont ressenti à différents moments de leur périple. Ils nous ont aussi révélé quelques incidents qui sont survenus durant l'envolée. On découvrira enfin à quel point ce périple lunaire a été pour eux une expérience étonnamment stressante. Oui, en effet, Claude, avec l'émission Artemis, on redécouvre en fait toute la complexité de réaliser avec succès des missions lunaires. Dans le cadre de 2 balados, nous allons prendre le temps de relater en détail cette première mission lunaire en plus de 50 ans, et ce pour 3 raisons. D'une part, elle se distingue nettement des opérations spatiales sur orbite terrestre auxquelles nous sommes habitués. Ensuite, il s'agit d'une mission historique, et possiblement le début d'une nouvelle ère. Mais surtout, peut-être, il se pourrait qu'elle demeure longtemps la mission la plus audacieuse du programme Artemis, puisque la prochaine grande étape, l'alunissage d'astronautes, pourrait ne pas survenir avant 2029 ou 2030. Pour toutes ces raisons, profitons donc bien de cet épisode particulier. L'étape la plus risquée est de loin. Replongeons-nous donc au matin du 1er avril, alors qu'on s'apprêtait à lancer l'équipage d'Artemis II à l'aide d'une fusée SLS, le Space Launch System. Sur sa plateforme de tir, cette fusée mesure 98 mètres de haut, l'équivalent d'un édifice de 32 étages, et pèse 2610 tonnes, l'équivalent de 33 Airbus A320. Plus de 90% de cette masse est constituée de carburant, de sorte que dans leur capsule Orion juchée au sommet de la fusée, les astronautes sont véritablement assis sur une bombe. Et oui, et si vous avez l'impression de percevoir certaines ressemblances entre la SLS et une navette spatiale, vous ne vous trompez pas, puisque plusieurs des éléments de cette fusée sont directement dérivés de la navette. Comme la navette, la SLS est constituée d'un grand réservoir central de couleur orange, flanqué par 2 propulseurs à poudre de couleur blanc. La principale différence entre les 2 lanceurs réside dans le fait que la capsule Orion se trouve au sommet de la fusée, tandis que dans le cas de la navette spatiale, l'orbiteur était fixé sur le côté du réservoir. À la base de ce réservoir sont installés 4 moteurs fusées, alors qu'il y en avait jadis 3 à la base de chaque orbiteur. Il s'agit de moteurs fusées qui ont servi à plusieurs lancements de navettes. N'étant pas récupérés, cette fois, ils finiront leur jour au fond de l'océan. Au chapitre des principales différences entre une SLS et une navette figure le fait que la fusée lunaire est dotée d'un 2e étage, qui sert à expédier Orion vers la Lune. En outre, le gros réservoir orange et les boosters blancs ont été allongés afin de contenir davantage de carburant. Et c'est un peu dommage, Claude, que ces moteurs qui sont quand même un peu historiques pour certains, puisqu'ils ont fait plusieurs voyages dans l'espace et sont revenus à chaque fois, c'est un peu dommage qu'ils finissent au fond de l'océan, non ? Ben, oui et non, c'est-à-dire on va en conserver quelques-uns. Il y en a quelques-uns dans des musées, on va pouvoir les voir, mais sinon, au lieu de les laisser dans des entrepôts, on préfère les utiliser. Et il était prévu construire davantage de moteurs pour les prochaines fusées, mais quand on va avoir épuisé cette réserve-là, il n'y aura plus de lancement de SLS. Le carburant alimentant les 2 étages de la SLS sont de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, de telle sorte que les gaz qui s'échappent des moteurs de la fusée, c'est tout simplement de la vapeur d'eau à haute température. Notons que pour obtenir de l'oxygène à l'état liquide, il faut le refroidir à moins 183 degrés Celsius, alors que l'hydrogène doit être abaissé, lui, à moins 253 degrés Celsius. On parle alors de carburant cryogénique. Par conséquent, lorsque viendra le temps de remplir les réservoirs de la fusée, il faudra d'abord refroidir les conduites d'oxygène et d'hydrogène et les réservoirs
avant d'y faire circuler ces liquides cryogéniques afin d'éviter de provoquer de violents chocs thermiques qui sont capables de causer des dégâts. Quant au carburant que contiennent les deux propulseurs à poudre, il s'agit d'une matière ressemblant plutôt à de la gomme à effacer, constituée principalement de poudre d'aluminium et de perchlorate d'ammonium. Ces propulseurs produisent à la fois une lumière aveuglante et un spectaculaire panache de fumée durant les 2 premières minutes de l'ascension. Lancer un tel mastodonte est une opération extrêmement complexe, sans doute même la plus complexe qu'on réalise, car elle tient à une caractéristique qui appartient à toute fusée. En effet, une fusée, c'est une machine unique en son genre, puisqu'elle ne sert qu'une seule fois et qu'on ne peut pas la tester avant son utilisation. Ce n'est qu'au moment de l'allumage de ces moteurs fusées, du décollage, puis de la dizaine de minutes que dure son envolée, qu'on constate si une fusée fonctionne parfaitement ou non. Tout décollage, aujourd'hui encore, demeure donc une opération extrêmement risquée, puisque dans le cas d'un fonctionnement imparfait de la fusée, on court souvent à la catastrophe. Et c'est particulièrement le cas cette fois-ci, puisque la SLS n'en est seulement qu'à son 2e tir. C'est dire qu'elle n'a pas encore été testée de nombreuses fois, ce qui aurait permis de repérer, à la longue, ses carences et ses faiblesses. C'est dire aussi à quel point l'équipage d'Artemis II risquait véritablement sa vie au moment de son lancement. Bien sûr, les responsables de l'opération prennent toutes les précautions possibles et imaginables, en préparant d'abord soigneusement ce lancement, puis en s'assurant qu'au moment du décollage, la SLS sera dans le meilleur état possible. Toutefois, cette fusée comportant des millions de pièces et de systèmes, si tous fonctionnaient à 99,99%, le 0,01% d'incertitude restant pourrait néanmoins potentiellement provoquer quelques dizaines de milliers de défaillances. C'est pourquoi la SLS est dotée d'un système d'évacuation d'urgence qui permet d'en détacher la capsule Orion afin de la ramener sur Terre, ainsi que son équipage sain et sauf. Au-dessus de la capsule se trouve une petite fusée conçue pour la propulser loin d'une SLS en perdition. Mais un lancement demeure toujours une opération très risquée, comme tu l'as dit Claude. À titre d'exemple, en octobre 2018, l'équipage du Soyouz MS-10 a failli périr à la suite de la défaillance de sa fusée porteuse, un type de fusée pourtant lancé plus de 1800 fois en 60 ans. Mais le système de secours a bien fait son travail. Rappelons aussi que dans le cas de la navette spatiale, malgré toutes les précautions prises et les 24 premiers lancements réussis, est pourtant survenue au 25e tir la perte de Challenger. Dans les activités spatiales, on n'est jamais trop prudent. Exactement. Et c'est pourquoi, malgré toutes les précautions et les vérifications prises durant l'assemblage et la préparation de la SLS d'Artemis II, on procède dans les 3 jours précédant le tir à un très minutieux compte à rebours de 49 heures et 40 minutes qui débute le lundi 30 mars à 16h44, heure de Cap Canaveral. Pour commencer, les équipes au sol mettent sous tension divers équipements, vérifient les communications et préparent la fusée en prévision du remplissage des réservoirs d'oxygène et d'hydrogène cryogénique. Ils remplissent aussi d'eau la citerne qui, au moment du décollage, inondera la plateforme de tir afin de créer un coussin d'eau qui absorbera la réverbération générée par la poussée des moteurs fusée, sans quoi la SLS risquerait d'être endommagée. 3 jours plus tôt, le 27 mars, l'équipage composé de Reed Wiseman, 50 ans, de Victor Glover, 49 ans, de Christina Koch, 47 ans, et de Jeremy Hansen, 50 ans, arrive à Cap Canaveral depuis Houston. Notons qu'aucun d'entre eux n'était né la dernière fois que des hommes se sont rendus sur la Lune en 1972. Les 4 astronautes logent désormais au 3e étage de l'iconique Operations and Checkout Building, qui porte désormais le nom de Neil Armstrong. Ils sont ainsi isolés du reste du monde. Alors que se déroule le compte à rebours, ils sont maintenus en quarantaine et sous stricte surveillance médicale. Ils subissent aussi une batterie d'examens afin de s'assurer qu'ils sont en parfait état de santé. En particulier, un dentiste examine attentivement leurs dents afin de s'assurer qu'aucun astronaute ne développera un problème dentaire en cours de vol. Ils ajustent également leur cycle de veille et de sommeil en fonction de l'horaire de la mission, qui se déroulera principalement en fin de journée et durant la nuit, à l'heure des États-Unis.
Régulièrement, ils reçoivent des briefings sur le déroulement des préparatifs et sur les conditions météo. Il faut non seulement que celles-ci soient favorables le jour du lancement à Cap Canaveral, mais également aux divers sites d'amérissage en cas d'urgence, en cas de défaillance de la fusée porteuse. Ils sont informés aussi de la vitesse des vents, des précipitations, des risques d'orage et de l'état de la mer en cas d'amérissage afin de garantir tous les critères de sécurité soient respectés. De surcroît, les conditions météo doivent être adéquates les jours précédant le lancement afin de permettre de mener les préparatifs en toute sécurité. On redoute particulièrement les risques d'orage. Mais, fort heureusement, on estime les chances de météo favorable à 80%. Par contre, en Floride, les conditions météo peuvent changer assez rapidement et ce, en tout temps. Dans leur quartier d'habitation, chaque astronaute s'assure qu'il est parfaitement au fait des tâches qu'il aura à accomplir durant sa mission, en se demandant jusqu'à la dernière minute, suis-je réellement prêt à faire face à toute éventualité ? La veille du lancement, le 31 mars, les ingénieurs portent une attention toute particulière aux 4 moteurs fixés à la base de la SLS, vérifiant soigneusement le bon fonctionnement de tous les capteurs, connexions et systèmes de détection d'anomalies. Impossible pour eux de mettre en marche ces moteurs quelques secondes, le temps de vérifier leur bon fonctionnement. C'est l'étape ultime avant d'entreprendre le remplissage des réservoirs. On s'assure aussi que les piles électriques de la capsule sont à pleine charge. En outre, on passe l'aspirateur à l'intérieur de la capsule avec le plus grand soin et on s'assure de n'avoir rien oublié qui n'a pas sa place à bord. C'est là une importante précaution à prendre, car une fois en apesanteur, les particules de poussière ou les petits trucs oubliés flotteront dans la cabine durant toute l'envolée, ce qui pourrait sérieusement incommoder l'équipage. Enfin, d'autres techniciens vérifient l'étanchéité des scaphandres que revêtiront les astronautes. Et de leur côté, ceux-ci rencontrent pour une dernière fois leur famille et leurs proches. Cette rencontre a lieu à l'abri des médias sur une plage de Cap Canaveral. Les visiteurs doivent cependant demeurer à distance derrière un cordon sanitaire. Aucune embrassade ni poignée de main n'est permise afin d'éviter tout risque de contaminer l'équipage. Le grand jour. Mercredi 1er avril, aux premières heures, les équipes au sol mettent en fonction le séquenceur, c'est-à-dire l'ordinateur qui va contrôler de façon autonome les opérations de lancement jusqu'à 33 secondes du décollage. Ce système orchestrera des milliers de commandes qui préparent le lanceur. On procède également au remplacement de l'air ambiant par de l'azote dans les cavités à la base de la fusée. En éliminant ainsi l'oxygène et l'humidité, on évite tout risque d'embrasement de l'air au bas de la SLS ou d'explosion au moment du remplissage des réservoirs ou de l'allumage des moteurs fusée. Il faut vraiment tenir compte de tous les risques. Vers 7h30, Charlie Blackwell Thompson, la directrice des opérations de lancement, donne le feu vert, le go en langage américain, pour entreprendre le remplissage des réservoirs de la SLS. Mais pas question de procéder à plein régime, puisqu'il faut d'abord refroidir les conduites d'oxygène et d'hydrogène, sans quoi elles fendraient sous le choc thermique. Il s'agit donc d'abaisser progressivement leur température jusqu'à des niveaux cryogéniques. Ensuite, les équipes amorcent tout doucement le remplissage des réservoirs du premier étage. Nous sommes alors à 9h30 du décollage. Puis, au bout d'une heure, ils passent en débit normal. Il s'agit de transvaser 2 650 000 litres d'oxygène et d'hydrogène liquide superfroid. On procède ensuite aux mêmes opérations avec les réservoirs du second étage de la fusée. Mais l'hydrogène et l'oxygène à l'état liquide étant extrêmement froids, ils se mettent à bouillir à température ambiante. C'est pourquoi on voit souvent s'échapper quantité de vapeur de la fusée. Il faut donc en permanence rajouter du carburant pour maintenir les réservoirs à pleine capacité. Pour leur part, les astronautes sont réveillés à 9h25. Ils déjeunent en compagnie de plusieurs dignitaires qui demeurent à distance et sous les caméras. Puis, vers 12h40, ils reçoivent un rapport météo
qui leur confirme que les conditions s'annoncent toujours aussi favorables. Ils passent ensuite à la salle d'habillage, où ils enfilent leurs encombrants scaphandres orange. Celui-ci est conçu pour les protéger en cas de dépressurisation de leur capsule durant le lancement ou lors du retour sur Terre, ainsi qu'en cas d'incendie. Chaque scaphandre comporte également une trousse de survie. Notons qu'il incorpore au passage de nombreuses améliorations par rapport aux scaphandres que portaient les astronautes de la navette, notamment en termes de sécurité et de confort. Mais ça reste un vêtement lourd et encombrant qui entrave la démarche des astronautes. Leur couleur vive n'est là aussi pas due au hasard. Elle rend les astronautes très visibles en cas de situation d'urgence. On vérifie ensuite l'étanchéité des scaphandres et on s'assure que tout leur système, y compris l'approvisionnement en air et d'alimentation électrique, fonctionne correctement. Vers 14h, l'équipage est prêt à quitter ses quartiers pour faire route vers le pas de tir. Mais auparavant, les astronautes ont à s'acquitter d'une ultime tradition, jouer aux cartes jusqu'à ce que le commandant perde. On espère ainsi que cette défaite le libérera de toute malchance et assurera le bon déroulement de la mission. À la sortie de leur quartier, ils sont applaudis par un certain nombre de badauds, dont du personnel, des journalistes, ainsi que des membres de leur famille et de leur entourage. C'est la traditionnelle salutation avant de monter dans le bus qui les conduira jusqu'au pas de tir. Les astronautes prennent alors le temps de s'entretenir une dernière fois avec leur famille. Parvenus au bas de la plateforme de tir, ils prennent l'ascenseur qui les conduit jusqu'au niveau dit des 240 pieds, c'est-à-dire à 83 mètres dans les airs. Ils traversent ensuite une longue passerelle qui donne accès au portique d'embarquement, ce qu'on appelle la salle blanche, qui jouxte l'écoutille de la capsule Orion. Là, un à un, les 4 membres de l'équipage prennent place dans la capsule qu'ils ont baptisée Integrity. Mais juste avant d'entrer, chacun appose sa signature sur l'un des murs de la salle blanche avant d'enfiler son casque et ses gants. C'est là le début d'une nouvelle tradition. Oui, et une fois entrés dans la capsule, les astronautes entrent alors dans les tout derniers instants de leur mise en place sous gravité terrestre. Il leur faut d'abord s'installer dans un siège couché à l'horizontale, ce qui n'est vraiment pas facile lorsqu'on est en scaphandre. Un collègue astronaute les aide à se sangler sur leur siège et à brancher l'alimentation électrique et en oxygène de leur scaphandre. Chacun vérifie ensuite qu'il est en communication radio avec le centre de contrôle du Kennedy Space Center et avec celui de Houston. Derrière eux, les techniciens ferment et scellent soigneusement l'écoutille de la capsule. Il est alors 15 heures. L'équipage est enfermé. Mais il reste encore 3 longues heures à attendre, assis en position horizontale, une position très peu confortable. Les astronautes ont alors très peu à faire, ils discutent et tentent de passer le temps tant bien que mal. Les minutes s'écoulent lentement, c'est clairement le moment le plus pénible de leur mission. Heureusement pour eux, le compte à rebours et les derniers préparatifs se déroulent sans anicroche au cours des 2 heures suivantes. Toutefois, vers 17h, les contrôleurs détectent un problème de communication avec le système d'autodestruction de la fusée, système qui leur permettrait d'envoyer un signal pour détruire la SLS si celle-ci en venait à dévier de sa trajectoire. Sans la garantie du bon fonctionnement de ce système en cas de nécessité, le lancement ne peut avoir lieu. À ce moment-là, on se songe « Oh, peut-être ne partiront-ils pas aujourd'hui ». Mais heureusement, 15 minutes plus tard, le problème est réglé. Fausse alerte. Ouf! Oui, néanmoins, à 11 minutes du décollage, les responsables décident de le retarder d'une dizaine de minutes afin de donner le temps aux ingénieurs de finaliser certaines opérations de dernière minute. Encore 10 longues minutes à attendre donc, alors qu'on ne sait toujours pas si on s'envolera aujourd'hui. L'équipage dispose toutefois d'une fenêtre de 2 heures pour s'envoler. Patience. Quelques minutes plus tard, le chef des opérations de lancement procède à la fameuse consultation auprès de chacun des responsables des différentes facettes de l'opération. Il s'agit de l'étape déterminante de tout décollage, le fameux Go, No Go. And for all personnel, this is the NTD conducting the Artemis II launch readiness check. Verify ready to resume count and go for launch. OTC. OTC is go. STC. STC is go. GTC. C's go.
MCO. COs go. Safety console. The safety consoles go. LPE. LPs go. RTD. RTDs go. Houston flight. Houston flight is go. ROC. ROC is go. And CDR. Crews go. Copy that. Thank you, Reed. And Launch Director NTD, our launch team is ready to proceed at this time. Au grand soulagement de tous, on n'entend que des go, ce qui signifie que tout est en parfait ordre. Comment se sentent alors les astronautes? Victor Glover nous le racontera par la suite. Nous avons été un peu surpris. Nous nous étions préparés à ce que de mauvaises conditions météo ou à ce qu'un problème technique nous empêche de nous envoler ce jour-là. Mais voilà que tout était prêt. Il ajoute aussi: nous aimons dire que nous sommes prêts sans pour autant avoir d'attente particulière. Mais au fond de nous, nous espérons toujours qu'on s'envolera. Et lorsque nous approchons du but, nous nous disons alors: oh, un instant, on est sur le point de s'envoler pour l'espace. Dans les faits, tout le monde a été surpris ce jour-là que tout se déroule si bien du premier coup de ce compte à rebours, puisqu'on avait tous en mémoire les 5 tentatives de lancement d'Artemis 1. Charlie Blackwell Thompson demande alors aux 4 astronautes s'ils sont prêts à leur départ, et tous répondent, bien sûr, par l'affirmative. En particulier, Jeremy Hansen déclare « Nous nous envolons au nom de toute l'humanité ». Et le commandant de conclure « L'équipage d'Artemis 2 est prêt pour son lancement ». La directrice des opérations leur déclare alors « À l'occasion de cette mission historique, vous emportez avec vous le cœur des équipes d'Artemis, l'audace du peuple américain et de nos partenaires internationaux, ainsi que les espoirs et les rêves d'une nouvelle génération. Bonne chance, bon voyage Artemis 2, et allons-y! Good Air West Charlie, PLT. Thank you, Charlie. This is Victor. We are going for our families. MS1. This is Christina. We are going for our teammates. MS2. This is Jeremy. We are going for all humanity. All right, Charlie, our Artemis 2 crew is go for launch. Full send. Le compte à rebours atteint la phase finale alors que l'ordinateur de contrôle au sol supervise toutes les opérations. Désormais, les spécialistes sont des spectateurs, mais des spectateurs très attentifs à tout ce qui se passe. Ce que confirme d'ailleurs Glover. À ce moment-là, nous étions tous concentrés, nous surveillons tous les systèmes et nous nous assurons que tout est prêt. Le séquenceur orchestre une foule de commandes qui préparent la fusée à son départ. Parmi les actions clés réalisées figurent la pressurisation des réservoirs de carburant, l'activation du programme de vol et la prise en charge des systèmes par les ordinateurs de bord, ainsi que les ultimes vérifications effectuées grâce à des milliers de capteurs disséminés un peu partout sur la fusée et dans la capsule. La moindre anomalie détectée pourrait stopper le compte à rebours. 8 minutes avant le décollage, la passerelle d'accès à la capsule est retirée. L'approvisionnement en carburant cesse et les réservoirs sont pressurisés. La fusée cesse d'être alimentée de l'extérieur et prend son autonomie. Et le système d'autodestruction est prêt à servir. Une étape cruciale intervient à 33 secondes du décollage. Le séquenceur envoie aux ordinateurs de la fusée la commande de lancement automatisé. La SLS assure désormais le contrôle de tout ce qui va se passer. 6 secondes avant le décollage, les 4 moteurs de la fusée s'allument. À 0 secondes, c'est au tour des 2 propulseurs à poudre de s'enflammer. Et immédiatement, la fusée s'élève. Il est alors 18h35, heure de Cap Canaveral. Victor Glover raconte « Lorsqu'à 6 secondes, les moteurs de l'étage principal s'allument, on commence à ressentir des vibrations. Tu te dis alors « Oh, on va peut-être réellement s'envoler. » Puis, à l'allumage des propulseurs, il n'y a plus aucun doute. On s'en va quelque part. Mais durant une fraction de seconde, je me suis demandé « Suis-je réellement prêt ?» De son côté, Jeremy Hansen raconte « Comment me suis-je senti juste avant le décollage? D'un enthousiasme mesuré. Tout me semblait positif.
J'avais hâte de partir. J'étais bien, reposé. Tout se passait bien. J'étais plus serein que je ne l'avais imaginé. Je crois que ce n'est pas par une question de bravade ni de courage. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt une question de préparation, d'accepter de se laisser porter par le courant durant les 8 prochaines minutes. Une fois parti, j'étais en paix, tout simplement. Puis il ajoute, l'une des choses qui nous a tous surpris, c'est l'allumage des propulseurs d'appoint et le décollage. C'est un moment d'incrédulité totale. Et oui, le lancement lui-même est une surprise totale, même si on s'y attend. Ou du moins, ça a été mon cas. J'affichais alors un immense sourire. Et Christina Koch ajoute « L'une de nos plus grandes surprises a été la douceur qu'on a ressentie lors de la mise en marche des propulseurs à poudre. Nous nous attendions à une expérience très dynamique, à subir beaucoup de secousses. Nous nous étions préparés à ne pas pouvoir lire nos indicateurs et peut-être même à ne pas pouvoir actionner des interrupteurs. Mais là, l'envolée a été d'une grande douceur. » Notons au passage qu'il y a une énorme différence entre une fusée qui utilise des propulseurs à poudre, comme la navette spatiale et la fusée SLS, et celles qui n'en ont pas, comme la Saturn V et le Starship. Pour ces derniers, le décollage se fait très lentement, comme on peut le voir en regardant le lancement d'un Starship. On a alors l'impression qu'il s'écoule d'éternité avant que celle-ci ne s'envole. Par contre, lorsqu'on utilise des propulseurs à poudre, le décollage est immédiat. Oui, le décollage est immédiat et il faut aussi rappeler que les propulseurs à poudre, une fois qu'ils sont allumés, ne peuvent pas être éteints, ni même l'accélération peut être difficilement contrôlable, si je me souviens bien. Ben exactement. En fait, on ne peut pas les allumer, on ne peut pas les éteindre. C'est pour ça que les 2 premières minutes d'un décollage d'une fusée qui possède des propulseurs à poudre, la navette spatiale ou la SLS, c'est la période la plus dangereuse. Évidemment, dans le cas de la SLS, ils ont la fusée d'évacuation d'urgence qui peut rentrer en fonction à tout moment, ce qui n'était pas le cas dans le cas de la navette spatiale. Et à ce moment-là aussi, les propulseurs à poudre de la SLS génère 75% de la poussée, le reste étant assuré par les 4 moteurs du premier étage. La fusée génère alors 3990 tonnes de poussée, c'est la plus puissante fusée à n'avoir jamais expédié des astronautes vers l'espace. La SLS franchit le mur du son en 56 secondes seulement, et elle subit le stress maximal de son lancement, ce qui s'appelle le Max Q, 16 secondes plus tard. Les propulseurs à poudre épuisent leur carburant au bout de 2 minutes seulement et sont largués. Ils retombent dans l'océan et ils ne sont pas récupérés non plus, contrairement à ceux de la navette spatiale. Comme le rapportera Christina Koch, tout devient alors nettement plus calme à bord de la capsule. La différence est flagrante, dit-elle. On n'entend qu'un grondement régulier et nous vivons dans un confort exceptionnel. Oui, Florent, et après les 2 minutes de propulseur à poudre, le premier étage, quant à lui, fonctionne durant 8 minutes, consommant autant de carburant que 2500 automobilistes en une année. En pleine ascension, 4 minutes après le décollage, Reid Wiseman, le commandant de la mission, déclare « Nous avons un magnifique lever de lune et nous nous dirigeons tout droit vers elle. » Autour de la Terre. 8 minutes et 2 secondes après le décollage, le premier étage de la fusée s'éteint. Les astronautes sont en orbite autour de la Terre. Peu après, la capsule Orion, encore attachée au second étage, se sépare de ce premier étage. Les astronautes sont enfin dans l'espace, en apesanteur après 3 années d'entraînement et d'attente depuis leur assignation à cette mission en avril 2023. Quand on est astronaute, il faut être patient. Immédiatement, les 4 ailes solaires qui génèrent l'électricité de bord sont déployées, ce qui confère à Orion sa forme de croix. Chacun de ces panneaux solaires est porteur de 15 000 cellules photovoltaïques qui convertissent les rayons du soleil en électricité. La capsule Intégrité circule alors sur une orbite dont l'altitude varie de 28 km à 2222 km. 50 minutes plus tard, le second étage utilise son moteur pour porter l'altitude minimale à 185 km.
Puis, 1 heure plus tard, pour accroître l'altitude maximale à 70 354 km. Et notons ici que nos satellites de communication sont juchés à 36 000 km d'altitude, soit sur orbite géostationnaire. Les astronautes d'Artemis atteignent donc une altitude 2 fois plus élevée que ceux-ci, une première depuis l'époque d'Apollo. Et surtout, ils ont le privilège d'observer la Terre de ce point de vue, comme personne d'autre avant eux. La mission du second étage fusée étant terminée, la capsule s'en sépare. Ces ajustements placent les astronautes sur une orbite très elliptique parcourue en 24 heures. Durant une journée, ils prennent le temps de vérifier soigneusement le fonctionnement des systèmes de communication, de navigation, de propulsion et de survie de leur capsule avant de s'élancer vers la Lune. L'équipage ne s'opposera pas sur la Lune ni ne se placera en orbite autour d'elle comme l'avait fait 57 ans plus tôt l'équipage d'Apollo 8. Le but de leur mission est essentiellement de tester longuement la capsule Orion, qui n'en est qu'à son 2e vol, et ce afin de s'assurer de sa fiabilité. Il s'agit d'un vol d'essai, de résumer Jared Isaacman, le patron de la NASA. C'est la première d'une série de missions qui enverront des astronautes sur la Lune à un rythme soutenu. À mesure que nous y retournerons pour y demeurer, pour construire une base lunaire et pour exploiter le potentiel scientifique et économique du sol lunaire. Dès le départ de la mission, la NASA enregistre malheureusement un premier pépin, vite résolu. Une perte momentanée des communications avec Integrity. L'équipage pouvait entendre Houston, mais non l'inverse. Mais il se bute ensuite sur un second pépin, plus sérieux celui-là, lorsque Christina Koch met en marche la toilette de bord. Un voyant lumineux indique que quelque chose cloche. Le petit coin d'Orion a la taille d'une cabine téléphonique encastrée dans le plancher de la capsule. Le système proprement dit, ou système universel de gestion des déchets dans le jargon de la NASA, utilise la ventilation pour évacuer les déchets. L'urine est stockée dans un réservoir et rejetée quotidiennement dans l'espace, alors que les matières solides sont stockées dans des conteneurs conçus pour limiter les odeurs et l'accumulation des gaz. Houston avise ainsi l'équipage « Christina, concernant les toilettes, le moteur ne démarre pas. Vous pouvez toujours les utiliser pour les selles, mais vous devrez utiliser des sacs de secours pour l'urine. » Ce problème peut sembler un peu anodin, sinon même un peu cocasse, mais il faut savoir que peu après leur arrivée en apesanteur, la plupart des astronautes ressentent le besoin assez pressant de passer au petit coin. Leur organisme percevant un afflux sanguin dans la partie supérieure de leur corps, il interprète ce phénomène comme un excès de liquide et réagit en cherchant à en évacuer le plus possible, donc à uriner. Le problème de la toilette semble se résorber quelques heures plus tard, bien qu'il réapparaîtra à nouveau. Voilà qui peut effectivement sembler anodin jusqu'à ce qu'on songe à quel point la disponibilité de toilettes préoccupe tout voyageur. Certains astronautes vont même jusqu'à affirmer que sans toilettes fonctionnelles, tout voyage vers Mars sera inconcevable. En effet, il suffit de s'imaginer à bord d'un Starship sans toilette, aux côtés d'une centaine de passagers et pour un voyage de 6 à 9 mois. C'est un peu tout dire. Autre inconfort dont souffrent les astronautes, il fait froid à bord de la capsule. Il fait même très froid. C'est ainsi que le commandant Wiseman demande à Houston s'il ne serait pas possible d'augmenter la température ou de réduire la ventilation, mais il se fait répondre qu'on y réfléchit. Amy, is it possible to lower the cabin fan speed a bit? There's a lot of airflow in here, and if that is not possible, can we increase the temperature? Copy, Reed. We understand the request and we are discussing how to implement. We'll follow up. L'un des importants objectifs de la mission est complété 3 heures après le décollage, lorsque Victor Glover prend les commandes manuelles d'Orion pour voler en formation avec le second étage. Il s'exerce ainsi à manœuvrer autour de celui-ci, à s'en approcher, puis à s'en éloigner en prévision du jour où un équipage devra s'arrimer à un module lunaire HLS.
Glover rapporte avoir manœuvré sa capsule avec précision et sans problème. Il compare la sensation de piloter Integrity à un léger grondement, comme lorsque l'on roule sur une route rocailleuse. Nous avons atteint tous les objectifs fixés pour nos opérations de proximité, de déclarer avec satisfaction Howard Hughes, responsable du programme Orion. Ce test visait à évaluer la capacité du vaisseau à manœuvrer manuellement à une dizaine de mètres des cibles d'amarrage fixées sur l'étage supérieur, simulant les manœuvres des futures missions lorsque Orion devra s'arrimer à un module lunaire. Les performances du vaisseau ont été possiblement meilleures que prévues, ajoute-t-il. Et il constate « Nous avons eu une excellente occasion d'évaluer les performances de l'ensemble des systèmes et des sous-systèmes de bord et de nous assurer que nous sommes fin prêts à engager l'équipage dans un aller-retour en toute sécurité vers la Lune. » Les 4 astronautes terminent leur longue journée de 18 heures par 2 périodes de repos de 4 heures, entrecoupées par la supervision de la mise à feu du moteur fusée de leur capsule afin d'augmenter l'altitude de l'orbite à 71 600 km. Entre-temps, moins de 3 heures après le décollage des astronautes, qui défraient la manchette à travers le monde, Donald Trump sent le besoin d'improviser une conférence de presse durant laquelle il n'annonce rien de nouveau. Et comme le relate Peter Baker, correspondant à la Maison-Blanche pour le New York Times, le décollage de la fusée a retenu l'attention du public pendant moins de 2 heures et demie avant que le président Trump n'apparaisse à l'écran pour détourner l'attention. Après avoir félicité les astronautes, pendant environ 30 secondes, il ramène rapidement l'attention sur le plus récent conflit qui divise les Américains et sur les turbulences économiques qu'il génère. En fait, il n'apporte rien de nouveau. Il a choisi ce moment précis pour ramener les caméras sur lui et pour pouvoir dire à tout le monde à quel point il est formidable, comme il le fait toujours. En route vers la Lune. 25 heures après leur lancement, tout fonctionnant parfaitement à bord d'Integrity, les astronautes s'élancent vers la Lune. L'équipage entame sa 2e journée de vol en se levant vers 14h30. C'est ainsi que ce jeudi 2 avril à 19h49, heure de Floride, ils allument le moteur principal d'Orion durant 5 minutes et 50 secondes. Il s'agit de la manœuvre dite d'injection translunaire ou TLI en anglais pour Translunar Injection. L'équipage d'Artemis 2 est en route vers la Lune, d'annoncer fièrement Jared Isaacman. Il s'agit de la dernière manœuvre d'importance que doivent effectuer les astronautes. Désormais, Integrity circule sur une trajectoire dite de libre retour. C'est-à-dire qu'après avoir contourné la Lune, la capsule reviendra naturellement vers la Terre. Plus besoin d'utiliser le moteur principal de leur capsule, mais uniquement de petits moteurs fusées pour effectuer, au besoin, de légères corrections de trajectoire. Notons que pour ce premier retour vers la Lune en 53 ans, la NASA prend le moins de risques possible, contrairement à la mission Apollo 8 de décembre 1968, qui était la première expédition humaine vers notre satellite naturel. À cette occasion, les astronautes s'étaient placés sur orbite autour de celle-ci en utilisant le moteur fusée principal de leur vaisseau Apollo. Ils avaient ensuite fait 10 fois le tour de la Lune en 20 heures. Puis ils avaient utilisé leur moteur fusée pour quitter son orbite et regagner la Terre. Rien de tel cette fois-ci, la capsule Orion ne fait que contourner la Lune tout naturellement et sans s'y arrêter. L'analyse de la manœuvre du TLI fait dire à Howard Hughes que c'est vraiment formidable de voir à quel point tout s'est si bien passé. Il qualifie même les performances du moteur fusée d'exceptionnelles. De fait, Orion circule sur une orbite si parfaite que les contrôleurs annulent la première des 3 corrections de trajectoire inscrites au programme de vol. Le TLI étant maintenant réussi, l'équipage se sent très bien en route vers la Lune. De confirmer Jeremy Hansen. Ses coéquipiers et lui voguent désormais naturellement sans avoir beaucoup d'obligations à remplir. Comme le relate Laurie Glaze, responsable des programmes d'exploration, désormais les lois de la mécanique céleste vont conduire notre équipage jusqu'à la Lune, lui faire contourner sa face cachée,
puis le ramener sur Terre. À l'époque d'Apollo, durant la traversée vers la Lune, les astronautes avaient peu à faire puisqu'on désirait les laisser se reposer et s'acclimater à leur nouvel environnement, en prévision des jours très intenses qu'ils allaient vivre autour de la Lune. Cependant, dans le cas d'Artemis II, l'équipage devait réaliser une vaste gamme de tests afin de retirer un maximum d'informations sur le comportement d'Orion, en plus de tester diverses procédures et équipements. Et c'est ainsi que Paul Bum, responsable des systèmes d'Orion, explique « Avec ce nouveau véhicule, nous en apprenons tous les jours, surtout avec un équipage à bord. Nous avons déjà tiré beaucoup d'enseignements d'Artemis 1, mais ici, la présence d'un équipage crée une nouvelle dynamique. Nous apprenons donc à interagir avec cet équipage et à adapter les systèmes d'Orion en fonction de leurs besoins et pour améliorer leur confort. » Mentionnons toutefois que les astronautes se plaignent toujours du froid qu'ils endurent à bord d'Orion. Houston ne semble pas être en mesure de corriger la situation. Yes, it is very cold in the cabin. Any chance you can make it warmer or reduce the cabin fan speed a bit more so the ventilation is not blowing as hard? Yeah, Christina, understand. While y'all were asleep, we did turn one of our knobs that we have, and that was the rad loop set points. And we saw a very small increase in the temperature. And so we're going to take a look at some of these shell heaters, and we'll let you know when we start putting some of that in work, and we can see if that affects the temperature in a positive way. Une trentaine d'heures après leur départ, les astronautes s'entretiennent avec les correspondants des deux grands réseaux de télévision américains, ABC et Fox. C'est l'occasion pour nous d'obtenir leurs premières impressions. Sur nos écrans, on voit 3 des 4 membres d'équipage flotter au centre de la capsule, tandis que Jeremy Hansen se tient juché au plafond. Reed Wiseman raconte: il y a environ 1 heure, le centre de contrôle de Houston a réorienté notre vaisseau. Nous avons alors pu voir la Terre dans son ensemble d'un pôle à l'autre. On distinguait facilement l'Afrique et l'Europe et, en regardant attentivement, on pouvait même apercevoir des aurores boréales. Ça a été un moment absolument fantastique. Et nous avons marqué une pause dans nos tâches, le temps d'admirer le spectacle. Ce que confirme d'ailleurs Christina Koch. Après avoir contemplé la vue la plus incroyable de la Terre, la planète tout entière tenant dans un hublot, j'avais beau savoir à quoi m'attendre, rien ne m'avait préparé à ce que nous avons vu. Et c'est l'occasion pour eux de prendre l'une des premières photos de leur mission qui passera à l'histoire. Photo qu'on surnomme « Bonjour le monde ». Elle fait voir la Terre entière sous un éclairage particulier. En effet, contrairement aux prises de vue habituelles qui montrent la Terre éclairée par le Soleil, cette fois-ci, les astronautes l'ont photographiée alors qu'elle est éclairée par la réflexion du Soleil sur la Lune. En conséquence, cela confère à notre planète des teintes assez inhabituelles et spectaculaires. Jeremy Hansen, dont c'est le premier vol, nous dit « J'ai du mal à y croire. C'est tout simplement extraordinaire. Hier encore, je n'arrêtais pas de dire que j'adore être ici. Ah, si seulement je m'étais rendu dans l'espace plus tôt. C'est un endroit formidable, les paysages sont extraordinaires et c'est vraiment amusant de flotter. Je me sens retombé en enfance. » Rappelons que Reed Wiseman et Victor Glover ont séjourné 6 mois dans la Station spatiale internationale, tandis que Christina Koch y a passé 1 année. Pour sa part, Jeremy Hansen a dû attendre 16 ans avant d'accéder à l'espace. Les astronautes ont un horaire très chargé, comme le relate le commandant Wiseman. Nous avons quitté la Terre depuis environ 30 heures, mais nous n'avons eu que 2 courtes siestes et nous venons tout juste de prendre notre premier repas ensemble. C'est dire à quel point le plan de vol est chargé. Oui, d'ailleurs, quand vient le temps de dormir, les 4 membres de l'équipage s'organisent tant bien que mal, leur capsule n'étant pas munie de chambrettes individuelles. Dormir ici a quelque chose d'amusant, décrit Wiseman. Christina dort au plafond, la tête en bas, un peu comme une chauve-souris.
Victor était là où se trouve Jérémy actuellement, c'est-à-dire suspendu en l'air au beau milieu de la capsule. Jérémy s'est installé sur le siège numéro 1 et dort sous l'écran. Quant à moi, je dors bien en face des écrans de bord au cas où surviendrait une urgence. C'est plus confortable qu'il n'y paraît, vous savez. L'équipage a d'ailleurs déjà fait face à une urgence, révèle Jeremy Hansen. 20 minutes avant la manœuvre du TLI, raconte-t-il, nous avons reçu une alerte nous signalant une fuite d'air possible de la cabine. C'est le genre de message qui attire immédiatement votre attention. Devions-nous annuler le TLI pour revertir en toute urgence nos scaphandres et tenter de trouver le moyen de revenir sur Terre en moins de 24 heures ? Heureusement, il ne s'agissait que d'une anomalie et Houston nous a confirmé que tout était en ordre. Nous avons donc procédé au TLI et nous voilà maintenant en route vers la Lune. Ce à quoi le commandant Wiseman rajoute « Au moment du TLI, la tension était palpable, mais après la manœuvre complétée, on s'est regardé, bouche bée. On commence à peine à prendre conscience de l'importance du moment. » Les astronautes mentionnent aussi que leur cabine demeure froide. On regrette de ne pas avoir apporté nos sacs de couchage pour grand froid, mentionne Victor Glover. La température ambiante avoisine les 18 degrés Celsius. Heureusement, les contrôleurs mettent en marche des systèmes de chauffage et ajustent la ventilation, de sorte que les températures atteignent bientôt les 21 à 24 degrés. Au 3e jour de vol, qui débute pour l'équipage à 13h le vendredi 3 avril, Orion se trouve à 160 000 km de la Terre et à 260 000 km de la Lune. C'était vraiment génial de se réveiller ce matin, de regarder par le hublot et de voir la pleine Lune devant notre vaisseau, commande Reyes Wiseman. On sait vraiment où on s'en va. All right, it was really great to wake up this morning and look out the window and see the full moon off the front of the vehicle. There's no doubt where we are heading right now. À bord, les 4 astronautes se préparent à leurs observations lunaires. Cela comprend la préparation du matériel d'observation et l'installation des caméras dans les différents hublots de leur capsule. Durant les 6 heures d'observation qu'ils accompliront dans 3 jours, l'équipage aura à mener une sorte de chorégraphie passant d'un hublot à l'autre en utilisant différentes caméras et appareils d'observation. Pour la première fois, les astronautes pratiquent ce ballet cosmique qui demande beaucoup de coordination lorsqu'on est 4 en apesanteur dans une capsule guère plus vaste que l'intérieur d'une camionnette. Entre autres, ils se demandent quelle position ils devront adopter devant les hublots afin d'observer la Lune dans les meilleures conditions et de quelle façon sera orientée leur capsule à ce moment-là. Alternatively, is the north pole of the moon going to be in the vehicle plus X direction? Yeah, we're going to go with the first way you worded the question and say affirm it's upside down in the position Jeremy is in right now. So if he flips over, it'll be right side up. That's how it works. Pendant ce temps, à Houston, les scientifiques mettent la touche finale à la liste de la trentaine de cibles que devront observer attentivement les astronautes, dont des portions de la face cachée jamais observées à l'œil nu. Notons par contre que depuis des décennies, de nombreuses sondes ont ausculté et photographié dans ses moindres détails les 2 faces de la Lune, de sorte qu'on ne s'attend pas vraiment à faire des découvertes renversantes. En outre, l'équipage effectue des exercices physiques, simule des procédures d'intervention médicale en cas d'urgence et teste le système de communication à grande distance. Ils devaient également procéder à une correction de trajectoire, mais leur capsule suit une course si parfaite que celle-ci est finalement inutile. Durant la journée, les astronautes franchissent la mi-parcours entre la Terre et la Lune, à 190 000 km, ce qui les réjouit grandement, comme en témoigne Christina Koch. « Nous pouvons voir la Lune en ce moment, déclare-t-elle, et c'est un spectacle magnifique. Nous apercevons de plus en plus la face cachée, et c'est un grand plaisir d'être ici. » Here on our flight PFD that we are at 118,000 nautical miles. So, yeah, you can do the math. We can see the moon out of the docking hatch right now. It is a beautiful sight. We're seeing more and more of the far side, and it's just a thrill to be here.
En fin de journée, Jeremy Hansen s'adresse à ses concitoyens, leur livrant un message qu'il répétera souvent par la suite. Je tiens à rappeler aux Canadiens que si nous pouvons envoyer des humains jusqu'à la Lune en 2026, imaginez tout ce que nous serons capables de faire par la suite. Sur ce, nous vous souhaitons tous le meilleur et au revoir, dit-il en français. Thanks so much for joining us on board Integrity. It's a great ship here, and we're closer to the moon today than we are to Earth. This is a big milestone for us, and we look forward to sharing more with you in the coming days. Wishing you all the best. Au revoir. Samedi, à leur réveil, à 12h30, au 4e jour de vol, l'équipage se trouve à 272 000 km de la Terre et à 178 000 km de la Lune. Au cours de la journée, l'équipage passe en revue la liste des cibles lunaires soumises par les scientifiques. La NASA rapporte que le vaisseau Orion est en excellent état et continue de fonctionner normalement. Les contrôleurs utilisent des caméras fixées aux extrémités des panneaux solaires d'Orion pour effectuer une inspection visuelle de l'extérieur de la capsule. Nous avons fait des comparaisons avec les photos prises de l'extérieur de la capsule d'Artemis 1 et nous constatons qu'Integrity est nettement en meilleur état que la première capsule Orion, précise-t-on. Christina Koch et Jeremy Hansen prennent les commandes de la capsule durant 41 minutes afin de vérifier comment celle-ci se comporte dans l'espace lointain. Néanmoins, les astronautes se butent à une nouvelle défaillance de leur toilette. Cette fois, ils constatent que la conduite d'évacuation des eaux usées est obstruée, probablement par de la glace. Notons qu'à l'époque des premiers vols de la navette spatiale, les astronautes avaient rencontré le même genre de problème. Mais grâce aux caméras installées sur le bras robotique Canadarm, ils avaient pu observer la présence d'un gros glaçon obstruant la conduite des eaux usées. Et ils avaient utilisé ce bras pour déloger le glaçon. Par contre, sur Orion n'est pas muni d'un tel équipement. Rien à faire donc, sinon que d'espérer que la conduite dégèlera. Et justement, dans ce but, Houston réoriente la capsule durant quelques heures afin de réchauffer cette portion du vaisseau. Mais il s'agit là d'une manœuvre qui risque d'entraîner un autre problème. En effet, cette orientation fait pénétrer énormément de soleil par le hublot numéro 1, ce qui risque d'incommoder les astronautes. Toutefois, indique Houston, ceux-ci ne devront pas tenter d'abaisser le store du hublot, car cela risquerait de l'endommager. En conséquence, il est suggéré aux astronautes d'utiliser plutôt un t-shirt ou quelque chose du genre pour bloquer le soleil si nécessaire. D'après les échanges radio, l'équipage est de très bonne humeur. C'est ainsi que le commandant Wiseman déclare « Bonjour Houston, on a entendu dire que c'est samedi sur Terre, mais ici on a complètement perdu la notion des jours. On se trouve à 243 476 km de la Terre et nous filons à environ 1,6 km à la seconde, ce qui est une sacrée vitesse. L'ambiance ici est excellente. Par nos hublots, on peut admirer un magnifique croissant de terre avec des nuages tourbillonnants. C'est tout simplement extraordinaire. » Ce à quoi répond Houston « Magnifique Reed, on adore vos descriptions et merci à l'équipage d'Integrity de travailler ce week-end. » Les astronautes observent désormais la Lune comme jamais auparavant, relatant des détails qui les fascinent. La Lune que nous observons n'est absolument pas celle que nous voyons depuis la Terre, de déclarer Christina Koch. Et d'ajouter Reed Wiseman, vous savez, je ne suis pas du genre à exagérer, mais ce sont les seuls mots qui me viennent à l'esprit. La Lune est en 3 dimensions et c'est absolument incroyable. C'est tout simplement extraordinaire. C'est renversant de renchérir sa coéquipière. En ce dimanche de Pâques, au 5e jour de leur mission, les astronautes procèdent à une petite cérémonie. Dans un premier temps, le commandant Wiseman déclare « Houston, Integrity, bonjour et joyeuse Pâques. À tous sur Terre, nous souhaitons amorcer ce dimanche de Pâques en rendant hommage à notre coéquipier Jeremy Hansen. Au bureau des astronautes, nous perpétuons une tradition de longue date. Au cours d'un vol spatial, l'insigne que porte tout astronaute passe de l'argent à l'or. Aujourd'hui nous semble être le jour idéal pour honorer notre ami, l'astronaute canadien Jeremy Hansen,
en lui décernant son insigne d'astronaute ayant voyagé dans l'espace. Oh wow! Quel bonheur de voir cette tradition se concrétiser pour moi, de réagir à une scène. Je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux qui m'ont secondé. C'est une expérience vraiment exceptionnelle. Merci à vous tous. Et d'enchaîner Christina Koch, nous souhaitons prendre un moment pour souligner la fête célébrée en cette période d'année par de nombreuses religions et cultures. C'est un moment de réjouissance, mais aussi de recueillement et d'hommage pour tout ce qui se passe à travers le monde. Et oui, en revanche, il y en a un à qui ça ne plaît pas, c'est Donald Trump qui trouve le moyen de monopoliser l'attention en publiant sur son réseau social un message cinglant à l'encontre de l'Iran. Ouvrez ce maudit détroit, et il ne dit pas maudit, il dit autre chose. Bande de cinglés, où vous irez en enfer, vous verrez louange à Allah. Comme le souligne le New York Times, Trump n'a jamais hésité à proférer des menaces, ni à utiliser un langage parfois vulgaire sur son réseau social. Ce message aurait fait sensation n'importe quel jour, mais a fortiori le jour que la plupart des chrétiens considèrent comme le plus saint de l'année. Parmi les tâches inscrites au programme de la journée, les astronautes se pratiquent à enfiler en toute urgence leur scaphandre orange qu'ils portent au moment du lancement et lors du retour sur Terre. Mais revêtir cette encombrante combinaison n'est pas chose facile lorsqu'on se retrouve à 4 dans un espace exigu et en apesanteur. Ils tentent d'y parvenir le plus rapidement possible, simulant le cas où ils subiraient une dépressurisation de leur capsule. Chaque astronaute procède ensuite à la pressurisation de son scaphandre, vérifie son étanchéité, s'installe dans son siège, comme il le fera le jour de son retour sur Terre, et évalue ses capacités à manger et à boire engoncées dans celui-ci. Si une perte d'étanchéité de leur capsule venait à se produire, les astronautes pourraient devoir passer plusieurs jours dans leur scaphandre, le temps de regagner la Terre. Enfin, l'équipage procède à une correction de trajectoire en allumant durant 19 secondes les petits propulseurs de leur vaisseau. En réalité, il ne s'agit pas de corriger la direction de leur trajectoire, mais plutôt de modifier légèrement leur vitesse. Puisque la Lune se déplace dans l'espace, il s'agit de parvenir en un point précis de l'espace qui marque la distance à laquelle on passe près d'elle. Si donc on arrive en ce point précis un peu trop tôt ou un peu trop tard, on se trouvera à passer plus loin ou plus proche de la Lune. Dans le cas présent, les astronautes modifient leur vitesse afin de passer à 6550 km de la surface lunaire le lendemain vers 19h. Puis, peu après minuit, l'équipage entre dans la sphère d'influence de la Lune à 66 000 km d'elle, c'est-à-dire là où la gravité lunaire prend le dessus sur la gravité terrestre. Les 4 astronautes deviennent alors les 25e, 26e, 27e et 28e humains, sur les milliards que nous sommes, à avoir échappé un jour à l'influence gravitationnelle de la Terre. Voilà que les astronautes d'Artemis II abordent la phase la plus intéressante de leur mission, comme nous le verrons dans le prochain balado. Alors Claude, peut-être pour terminer sur ce sujet, tu racontes que ta passion pour la conquête spatiale, elle a commencé avec la mission Apollo 8, dont la mission Artemis 2 est la digne descendante. Alors, à titre personnel, comment tu as vécu ce lancement par rapport à tout ce que tu as vécu? En fait, je dirais 2 choses. D'abord, le lancement, évidemment, moi étant conscient des risques que ça comporte, surtout avec une nouvelle fusée, c'était un grand moment, un moment spectaculaire, surtout que comme tout le monde, on ne s'attendait pas qu'il partirait ce 1er avril. On s'attendait à ce qu'il arriverait certains pépins ou des problèmes météo. Peut-être le lancement était reporté au lendemain où, en fait, il y avait une demi-douzaine de journées pour décoller, sinon même au mois de mai. Donc, comme tout le monde, j'ai été vraiment surpris. D'ailleurs, tout au long de la journée, j'en parlais à ma compagne, là, je suivais les préparatifs, je disais non, ils partiront pas, il va arriver quelque chose, il va arriver un problème technique, quel qu'il soit. Finalement, comme tout le monde, j'ai été surpris de leur départ, un peu comme les astronautes le racontent eux-mêmes.
Quant à la mission telle quelle, c'était drôle c'est effectivement, il y avait beaucoup de parallèles à faire avec Apollo 8, comme on le fait dans le cadre du balado. Maintenant, pour moi, c'est un peu du déjà vu, surtout qu'on a vu les autres missions lunaires où là, on va sur la Lune, et le fait que les astronautes ne font que contourner la Lune et non pas s'y placer en orbite comme dans le cas d'Apollo 8, ça rendait la mission, je dois l'avouer personnellement, moins intéressante. Les médias en faisaient grand état et moi, je me disais, c'est beaucoup moins qu'Apollo 8, là, parce qu'Apollo 8, c'était la première, on se rendait sur la Lune, on passait une journée autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Là, on ne faisait que la contourner. Par contre, j'étais conscient que, évidemment, c'est un vol d'essai, c'est la première fois qu'il y avait un équipage à bord d'une capsule Artemis. Ça ressemble un peu à la mission Apollo 7 dans ce sens-là. Apollo 7 s'était passé en orbite autour de la Terre. Et évidemment, l'autre chose, puis je le mentionne au début du balado, c'est que quand va avoir lieu la prochaine mission, le débarquement sur la Lune, si je me réfère à l'époque de 1968, on est en décembre 68, il y a Apollo 8. On sait après ça qu'en mars 69 va arriver Apollo 9, qui est l'essai du module lunaire en orbite autour de la Lune, autour de la Terre. Puis en mai, l'essai du module lunaire, répétition générale d'Apollo 11 en orbite autour de la Lune. Et finalement, au mois de juillet, donc 7 mois plus tard, 7 mois après Apollo 8, on va fouler le sol lunaire. Dans le cas présent, c'est un peu beaucoup navrant de dire que la prochaine mission, qui est l'essai d'un module lunaire ou 2 modules lunaires en orbite autour de la Terre, ce sera probablement au début de 2028. La NASA en parle déjà comme du début de 2028. Et possiblement que l'alunissage va avoir lieu en 2029 ou peut-être en 2030. Et on est en 2026. C'est un peu décourageant. Je ne vis pas le même enthousiasme qu'à l'époque d'Apollo, où là, les missions se succédaient à un rythme assez rapidement. C'est une mission intéressante. D'ailleurs, l'autre aspect que je trouve très intéressant dans cette mission-là, c'est à quel point on peut le suivre d'heure en heure, de minute en minute, de voir les films en direct. À l'époque, évidemment, je ne vous dirai pas, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'Internet n'existait pas. Donc là, on devait voir les journaux, suivre les bulletins d'information ou les émissions spéciales à la télé, alors que là, on pouvait la suivre en direct. Les photos que prenaient les astronautes nous arrivaient rapidement sur nos ordinateurs, alors qu'à l'époque, il fallait attendre que certains journaux publient ces photos-là, des fois quelques jours plus tard. C'est donc beaucoup plus intéressant à suivre. On pouvait écouter les astronautes en direct, on pouvait suivre leur mission. Dans ce sens-là, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Mais le fait que les prochains vols vont avoir lieu dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça enlève un peu de suspense, si je peux dire. Oui, c'est intéressant ce que tu dis et ça renforce l'événement en fait qu'a été Apollo 8. Ça a été quand même une prise de risque assez énorme quand on y pense. En fait, là, si je regarde, on parle d'une mission qui a eu lieu il y a 57 ans, on peut faire 2 choses. Il y a plusieurs choses qui ont changé depuis ce temps-là, mais il y a 2 choses qui ont changé qui est un peu navrantes. D'abord, on est beaucoup moins prêt aujourd'hui à prendre des risques qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on faisait tout pour ne pas perdre un équipage, mais ça faisait partie du risque. Aujourd'hui, ça devient inacceptable, le risque. C'est le cas des astronautes, mais c'est le cas dans la vie au quotidien. Là. On ne veut pas que nos enfants se blessent, se foulent une cheville en jouant au parc. On est allergique au risque, mais alors que le risque fait partie de la vie. L'autre chose, c'est que les choses prennent tellement de temps aujourd'hui. Moi, je fais toujours la comparaison dans les années 60. Ici à Montréal, au début des années 60, on a construit une ligne de métro et on a construit un site pour recevoir l'Expo 67, tout ça en l'espace de quelques années. Aujourd'hui, rénover une rue demande des années entières de travaux et de labeur. Dans le cas d'Artemis, on le voit aussi, au lieu que les missions se succèdent à tous les 3, 4, 5, 6 mois, les missions se succèdent en termes d'années. Tout est beaucoup plus complexe aujourd'hui. C'est vrai chez vous en France, c'est vrai chez nous ici au Québec, c'est vrai aux États-Unis. Tout est plus long, tout est plus complexe. On est beaucoup plus allergique au risque. J'ouvre une parenthèse, il y a un documentaire sur Internet qui raconte la construction de la Tour Eiffel en 1889, si je ne me trompe pas de la date. À l'époque, les ouvriers ne prenaient aucune précaution. Ils marchaient sans aucune attache sur les poutrelles de la Tour Eiffel. Et on raconte qu'il y a eu un seul décès, alors qu'ils prenaient aucune précaution. On aurait pu penser qu'il y a eu beaucoup de décès. On est rendu aujourd'hui, je pense, un peu beaucoup trop allergique à tous les risques. Les risques, et je pourrais m'adresser à la jeune génération, là,
les risques, ça fait partie de la vie. Si vous vous embarquez dans une relation amoureuse, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Si vous habitez quelque part, ça se peut qu'il y ait des problèmes. La vie est un risque. Et en même temps, il faut plonger dans la vie et pas prendre des temps infinis pour réaliser quelle que soit une décision qu'on prend dans notre vie. Fait que c'est une grande différence de penser que la prochaine mission Artemis, pour ça d'ailleurs qu'on prend la peine de bien raconter celle-ci, parce que la prochaine mission qui va se passer en orbite autour de la Terre, c'est probablement, si on est optimiste, c'est dans 1 an et demi. Et l'alunissage, le premier alunissage, si on est optimiste, c'est dans 2 ans et demi, 3 ans. Ça enlève un peu de plaisir, si je peux dire. Et petite question, ce sera la dernière. Est-ce que le fait qu'il y ait un membre d'équipage canadien, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une ferveur populaire autour de ce lancement? Ah, absolument, absolument. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est sûr que pour nous, c'est comme vous, quand il y a un ou une astronaute à bord de la station spatiale, ça ajoute quelque chose que vous n'avez pas en temps normal. La même chose pour nous. Évidemment, le fait qu'il y avait un Canadien, et on est très fiers de savoir que c'est non seulement le premier Canadien à s'envoler pour la Lune, mais c'est le premier non-américain à se rendre jusqu'à la Lune. Et par ailleurs, une chose qui est remarquable, c'est Jeremy Hansen qui est souvent qui ressort des autres astronautes. C'est celui qui a le plus de réflexion philosophique. On va le voir d'ailleurs dans le prochain balado. On dirait que les 3 autres, les astronautes américains, ce sont des, entre guillemets, ingénieurs, alors que Jeremy Hansen a une perspective beaucoup plus vaste et c'est lui souvent qui apporte les meilleures descriptions de ce que les astronautes ont ressenti. C'est assez remarquable. Il ressort des 3 autres astronautes. D'ailleurs, vous allez remarquer, un peu dans ce balado-là, mais dans le prochain, je le cite un peu plus souvent, c'est pas par fierté nationale parce que c'est notre astronaute, mais c'est souvent celui qui tient les propos les plus intéressants sur ce que les astronautes ont perçu, sur la perspective qu'ils retirent de leur mission. C'est un personnage qui ressort un peu des 3 autres. Et évidemment, on en a aussi beaucoup parlé au Canada puisque c'était l'un des nôtres. Et tout à fait. Et j'imagine qu'il y aura un fascicule qui accompagnera ce balado, Claude? C'est ça. Ça, c'est très important de le dire. Il y a un balado, il y a un fascicule qui est diffusé en même temps que le balado. Et je vous invite fortement à vous référer parce que il y a beaucoup, beaucoup de références par rapport à la mission. C'est-à-dire que tout ce qu'on parle dans la mission, il y a beaucoup de vidéos de la NASA. J'ai mis les liens. Ce qui fait que si vous voulez voir les astronautes à bord de la station, à bord de leur capsule, vivre le lancement, etc. J'ai mis tous les liens qui vous permettent de les voir. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas possible à l'époque d'Apollo 8. Donc, il y a vraiment un fascicule. Évidemment, j'ai mis aussi beaucoup de photos avec les liens qui permettent de voir les photos en haute résolution. Fait que c'est un document, je pense, qui vous permet de vivre beaucoup plus la mission. D'ailleurs, j'ajouterais, personnellement, le fait d'avoir à concevoir ces 2 balados-là, pour moi, c'est toute une très belle aventure parce que là, je revis en détail l'aventure des astronautes d'Artemis 2, mais en sachant l'ensemble de l'histoire, là, on peut s'arrêter sur les détails, on peut plus apprécier les choses. Et la NASA met en ligne énormément de documents, entre autres audio, vidéo, photos, dont les références se trouvent dans le fascicule. Je mets aussi les références des entrevues qu'ils ont données. Tout se passe en anglais, ce sont des anglophones. Fait que faut quand même maîtriser l'anglais, mais vous pourriez entendre les astronautes raconter leur mission telle qu'ils l'ont fait et telle que nous, on l'évoque dans le balado actuellement et dans le prochain. Évidemment, on peut peut-être rappeler que ce fascicule-là, ce sont nos supporters qui ont accès, c'est-à-dire ceux qui sont sur Patreon puis qui nous versent l'équivalent de 5 $ par mois. Ils ont accès donc à ce fascicule-là qui est actuellement présent au moment où vous nous entendez. Et ils ont aussi accès à à plus de 120 fascicules, dont les 2 plus récents balados, celui sur la Terre, une planète pas très hospitalière, et aussi est-ce qu'un jour on pourra aller habiter ailleurs dans l'espace. 2 balados qui ont connu un bon succès, j'en suis très heureux. Et il y a des fascicules qui vous permettent de revoir la matière avec des photos, des illustrations. Donc, je pense que ceux qui nous appuient et dont l'appui est vraiment important pour nous ont accès aussi à un petit avantage non négligeable, me semble-t-il. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, on vous invite à nous supporter comme Patreon. On est heureux que le balado soit gratuit, puis on veut que ça reste gratuit pour tout le temps, mais l'appui financier de nos Patreons est très, très important et c'est une contribution qui est chaleureux pour nous.
En terminant, je vais juste revenir sur le fait que je prépare un balado dans 2 balados d'ici. On va parler de l'éclipse. L'éclipse qui va être visible en Espagne le 12 août prochain. Si vous êtes en Europe et vous avez l'occasion de vous déplacer, ça vaut vraiment la peine on va le relater dans le balado. Mais entre-temps, si vous avez des questions à nous poser concernant la fameuse éclipse ou des suggestions dont on pourrait parler par rapport à une éclipse, ça serait intéressant que vous nous fassiez savoir. Donc, vous pouvez toujours évidemment communiquer avec moi à l'adresse tout simplement baladovde@gmail.com, baladovde@gmail.com. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, sinon, c'est toujours un plaisir de prendre contact avec vous, de savoir qui vous êtes, dans quel cadre vous écoutez les balados, etc. Moi, nous aimons connaître les auditeurs et les auditrices que vous êtes. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines avec la suite de la mission Artemis 2. Et là, évidemment, je suis en train de le préparer. Au moment où j'enregistre ce balado-là, je suis en train de préparer le suivant. On va vraiment raconter ce que ça a été le passage derrière la Lune et les choses absolument renversantes que les astronautes ont vues. Eux, ils ont été très émus, ils ont été renversés et comme le dit le commandant Wiseman, on a été littéralement à court de mots. À suivre dans 2 semaines.